diversité des discours di Paria. Son nom est légendaire dans la linguistique indo-européenne et la linguistique générale, et ça depuis quelques ans. Les sujets qu'il a abordés dans ses études couvrent une vaste gamme et comprennent notamment la complexité relative des langues, une question qu'il va revisiter ce matin dans sa conférence intitulée « Synthéticité versus analyticité ou simplicité versus complexité », un ancien débat philosophique et linguistique. Bonjour à tout le monde, buongiorno a tutti. Je suis heureux d'ouvrir ce colloque qui s'annonce très intéressant et je vais dire merci aux organisateurs pour m'avoir invité ici dans cette université. C'est la première fois que je visite les nouveaux bâtiments de l'Université Paris Diderot. Et maintenant, les textes de mon intervention. Dans ses observations sur la langue et la littérature provençale, 1818, August Wilhelm von Schlegel employa les premiers, si je ne me trompe pas, les adjectifs synthétiques et analytiques, en se référant aux langues qu'il considérait du troisième type, c'est-à-dire les langues à inflexion, ou comme il les appelle, organiques. Les langues analytiques, dit-il, sont, je cite, celles qui sont astreintes à l'emploi de l'article devant le substantif, des pronoms personnels devant les verbes, qui ont recours aux verbes auxiliaires dans la conjugaison, qui suppléent par des prépositions aux désignances des cas qui leur manquent, et ainsi du reste. Fin de citation. Par contre, les langues synthétiques, dit-il encore, sont celles qui se passent de tous ces moyens de circonlocution. On trouve dans les observations de Schlegel, d'une façon plus ou moins implicite, une hiérarchie des types linguistiques qui sera annoncée plus explicitement par Humboldt dans sa Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues, 1836, paru posthume. J'ai traduit son texte. La forme de toutes les langues est essentiellement la même et elle devra toujours atteindre le même but. La différence ne peut se manifester que dans les moyennes et à l'intérieur des limites qui permettent d'atteindre le but. Si l'on considère la langue en elle-même, en sich, une forme se présente qui, parmi toutes les formes possibles, correspond davantage au but de la langue, mit den Zwecken der Sprache. Mais après cette déclaration philosophique sur l'essence égale de toute langue, Humboldt continue de la façon suivante. Je cite encore, je traduis encore. Mais les langues sanskrites, die sanskritischen Sprachen, c'est les mots qu'il emploie, c'est-à-dire les anciennes langues indo-européennes, sont celles qui approchent plus cette forme et en même temps celles où la formation spirituelle du genre humain, die geistige Bildung des Menschengeschlechts, s'est développée le mieux. Environ 130 ans après Humboldt, Noam Chomsky reprendra le concept d'une forme commune à toutes les langues qu'il appellera grammaire universelle, à laquelle on ajoutera ensuite des paramètres pour justifier la différence interlinguistique, la Verschiedenheit humboldtienne. La grammaire universelle est un système de principes invariants et universaux. Les paramètres sont de nœuds où se vérifie un choix binaire qui détermine la différence interlinguistique. Par exemple, le choix dans le syntagme verbal entre sujet zéro et sujet obligatoire. C'est Chomsky et Lasnik appellent ça les paramètres prodrops. Vous trouvez dans la liste de la bibliographie des références que j'ai fait. Par exemple, Chomsky et Lasnik, 1993. Revenons maintenant à la typologie ébauchée par Schlegel. Aucun doute qu'il avait comme modèle d'analyticité les langues romanes par rapport au latin.
langue synthétique par excellence, dont l'origine, dit-il, se perd dans la nuit des temps. Cette opposition passera sans beaucoup de modifications aux typologues postérieurs du XIXe siècle et aussi des premières années du XXe siècle, au moins jusqu'à Edward Sapir. Sapir, ou Sapir, comme vous voulez, considère au nombre des langues analytiques celles comme le chinois, où le sens n'est pas exprimé par les mots isolés, mais relève de la phrase entière, tandis que les langues synthétiques comme le latin ou l'arabe expriment dans le mot, à l'aide de ces marques grammaticales, le rapport du mot avec la phrase entière. C'est ce qu'il dit dans Language 1921. Le mot, comme disait Meillet, a plus d'autonomie en latin qu'en français. Amabantu, c'est la première forme que vous trouvez dans les très peu nombreux exemples que j'ai apportés et que vous pouvez lire sur la table, j'espère. Oui, c'est visible. Amabantu, je disais, est plus synthétique que sa traduction française, il ou elle était aimé. En plus, Sapir, en tant que spécialiste des langues amérindiennes, considère aussi les langues dites polysynthétiques, comme l'Apache ou les Cherokee, où une phrase entière peut être, pour ainsi dire, condensée dans un mot. Je ne veux pas entrer ici dans la discussion de ce qu'est un mot ou bien une phrase, concept résolument pas facile à définir. J'en ai parlé ailleurs, voir Rama 2016 et 2016b. Je reviens plutôt aux observations d'August Schlegel, où on lit que les langues synthétiques, je cite, appartiennent à une autre phase de l'intelligence humaine. Il s'y manifeste une action plus simultanée, une impulsion plus immédiate de toutes les facultés de l'âme que dans nos langues analytiques. Je pense qu'en comparant les génies de l'Antiquité avec l'esprit des temps modernes, on observera une opposition semblable à celle qui existe entre les langues. Les grandes synthèses créatrices sont dues à la plus haute antiquité. L'analyse perfectionnée était réservée au temps moderne. Fin de citation. On va affirmer ici l'idée d'un lien, d'une correspondance entre langue et pensée qui était déjà présente dans les écrits de Condillac, essai sur l'origine des connaissances humaines, lorsqu'il parle du génie de la langue. Cette correspondance amènera bientôt au jugement de valeur, entre guillemets, des langues. On parlera alors des langues plus évoluées ou moins évoluées en correspondance des civilisations plus ou moins développées. Opposition qui se heurte, entre autres, au chinois, et ce n'est pas le seul cas, évidemment. Une langue considérée sans aucune structure grammaticale, comme le dit Schlegel dans ses observations, mais qui est cependant l'expression d'une grande civilisation. Un problème auquel aussi Wilhelm von Humboldt dédiera bien des pages sans pourtant parvenir à une solution. La cause en est justement l'idée d'un strict lien de correspondance entre degré de civilisation et complexité des langues. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. August Wilhelm Schlegel parle dans ses observations d'un brillant avantage des langues anciennes par rapport aux langues modernes. Celles-ci, je cite, sont sévèrement assujetties à la marche logique parce qu'ayant perdu une grande partie des inflexions, elles doivent indiquer les rapports des idées par la place même que les mots occupent dans la phrase. Et donc, elles ont perdu des flexibilités, l'agilité qui était propre à Homère ou à Tacite. 10 ans auparavant, c'est-à-dire 1808, déjà son frère Friedrich Schlegel, dans son essai bien connu sur la langue et la Weisheit, le savoir peut-être, ou la sagesse,
des Indiens de l'Inde avait avancé des évaluations sur les différentes langues strictement liées à l'état d'évolution des communautés linguistiques. Tout le monde, dit Friedrich Schlegel, est d'accord pour considérer les langues flexionnaires, wo die Flexion in der Struktur herrscht, comme les meilleures. Et les dialectes en sont une dégénération, entartung, il dit, comme on peut bien observer parmi les langues romanes, germaniques ou indiennes d'aujourd'hui. Les langues ont changé au cours du temps. Quelques-unes changèrent dès leurs origines au fur et à mesure que l'homme augmentait en sagesse et en sagacité. Im Lichte der Besonnenheit. J'aime citer le texte allemand pour être fidèle à la pensée de Schlegel. D'autres, au contraire, commencèrent dans un état de l'homme qui ressemblait vraiment à la stupidité des bêtes, mit einem Zustande, der wirklich an tierische Dummheit grenzte. La langue indienne montre à l'origine profondeur philosophique et clarté non troublée. Fin de citation. On trouve alors dans les écrits de Teuffer Schlegel une idée qui reviendra souvent dans les discussions philosophiques plutôt que linguistiques. Bien que les trois types, monosyllabiques ou isolants, agglutinants ou incorporants, Einverleibung, et afflexion, montrent un chemin progressif du plus simple au plus complexe. Les langues subissent une décadence, une dégénération au cours de leur histoire. On retrouve cette idée chez August Schleicher, qui, dans un livre sur la langue allemande, Die Deutsche Sprache, 1860, dit que toutes les langues ont été à l'origine du type le plus simple, monosyllabique et isolant. Quelques-unes passèrent à l'agglutination et enfin à la flexion qui correspond au dernier état de l'évolution. La langue proto-indo-européenne que l'on reconstruit se situe selon Schleicher au clivage entre préhistoire et histoire et représente la forme de la langue la plus parfaite. À ce point commence la décadence, de Verfall, de sorte qu'à la forme verbale gothique que vous pouvez lire là, habe dedima, correspond aujourd'hui en allemand une forme beaucoup plus simple, hätten, et en anglais il ne reste que had. D'ailleurs, Schleicher n'explique pas pourquoi ce qu'aujourd'hui on appellerait érosion phonétique doit être considéré comme décadence. En tout cas, c'est sa thèse. À cette thèse, ou j'étais plutôt à cette hypothèse, s'opposa la thèse contraire, du progrès des langues. Un des représentants les plus connus de ce point de vue est Otto Jespersen. Vers la fin du XIXe siècle, le linguiste danois résuma ses idées dans un livre sur les progrès des langues, Jespersen, 1894. Il voit dans l'histoire des langues une évolution vers la simplicité qui est due à la tendance vers l'économie des moyens linguistiques, de sorte que les gothiques habe dedima, qui est, vous voyez, la première personne plurielle de l'optatif passé du verbe haben, est beaucoup plus compliqué, d'après Jespersen, que ses correspondants allemands, hätten, et anglais, had. Il y a dans les thèses de Jespersen une sorte de téléologisme, comme si les langues étaient dotées d'une volonté visant à un but final. Leonard Bloomfield, 1933, également considérait que le changement dans le langage humain, language, vise à des formes plus courtes et plus régulières. Et on parlait aussi des langues masculines et des langues comme l'anglais et les langues féminines comme les hawaïennes dans des œuvres contemporaines.
Comme on lit justement dans l'appel à la communication de ce colloque, je cite, qu'il s'agisse de jugements positifs sur la simplicité ou au contraire des considérations valorisant la haute complexité, une prise en compte de l'arrière-plan intellectuel est essentielle. De plus, le rapport de ces évaluations avec l'arrière-plan n'est pas simple. On peut dire que les deux thèses de la décadence et du progrès trouvèrent une synthèse hegelienne dans l'œuvre de Georg von der Gabelentz, publiée 7 ans seulement après le livre de Jespersen. Mais Gabelentz, si j'ai bien lu son livre, son texte, ne se réfère pas à Hegel. Mais en tout cas, c'est une synthèse hegelienne. Gabelentz voit donc dans l'histoire des langues un parcours cyclique, ou mis en spirale, comme ça, qui revient sur ses pas, mais à un niveau plus haut, justement comme dans une hélice. Tantôt ce sera la tendance synthétique, tantôt c'est l'analytique qui prendra le dessus dans une langue. Mais le retour à la prévalence d'une nouvelle synthèse n'adviendra pas en retournant au point analytique de départ. Dans le parcours en spirale, il s'agira plutôt de formes synthétiques nouvelles. L'exemple qu'on donne souvent est l'histoire du futur en latin. La forme synthétique amabo, que vous pouvez lire sur le tableau, était très probablement à son origine une forme périphrastique, donc analytique, formée par la base ama plus une forme de la racine du verbe être, de l'anglais to be ou de l'allemand ich bin. Donc quelque chose comme je suis aimant. Ensuite, on substitua le synthétique amabo par l'expression amareabeo, je dois aimer, qu'on trouve encore en Corse dans ameragiu, et qui ailleurs, dans les langues romanes, aboutit encore à un type synthétique, j'aimerais, aimerais, avec je obligatoire ajouté à la forme synthétique. D'ailleurs, même Jespersen, qui d'un point de vue général soutenait que les langues ont progressé au fil du temps et non pas régressé, rejoint Gabelentz en affirmant que la tendance vers la facilité et la commodité, le mot que emploie Gabelentz, c'est Bequemlichkeit, qui mène celui qui parle à raccourcir les formes et à simplifier leurs liens syntaxiques, peut être compensé par la nécessité de clarté, Deutlichkeit, et comme écrit Meillet en 1921, par le besoin de parler avec force, afin d'être bien compris par celui qui écoute. C'est bien ainsi que la faible particule négative ne, sans accent, fut en français renforcée par pas, mi ou goutte, dit mots à polarité négative, negative polarity items. Je ne crois pas, je n'y vois goutte. Il y a donc des pôles entre lesquels se déroule la dynamique de toute langue, qui mène aussi au processus de grammaticalisation et dégrammaticalisation. McWhinney parle dans une McWhinney 2014 parle dans une perspective psycholinguistique de basic competition between the motivations of easiness and faithfulness, où les termes de easiness et faithfulness peuvent très bien correspondre à commodité, Bequemlichkeit, et clarté, Deutlichkeit. Lorsqu'on parle de langue analytique et de langue synthétique, on aborde inévitablement les problèmes de formes simples et de formes complexes, comme on vient de le voir dans mon cours résumé d'une histoire de langue. Le problème ne cesse pas d'harceler les linguistes et la discussion est loin de se terminer, même si aujourd'hui elle a pris un tournant plus psycholinguistique que philosophique ou théologique.
En effet, l'opposition analytique et synthétique n'est pas sans importance dans le débat concernant les rapports entre langue et faculté du langage d'un côté et pensée et cerveau de l'autre côté. On se souviendra du fameux débat entre Piaget et Chomsky qui s'est déroulé à Royaumont 1975. 40 ans après, il ne cesse pas de passionner aussi bien les linguistes que les anthropologues, les psychologues et les cognitivistes. Mon collègue Graffi, 2019, a écrit un très intéressant article à propos de ce débat. Mais cette discussion dépassait largement les limites de ma communication. Notons en passant que l'introduction au remarquable volume sur la complexité linguistique édité par Miestamo, Sunneme et Carlson, 2008, commence par la constatation suivante, je cite, "The topic of language complexity certainly is a timely one. During the past few years, it has surfaced in many different contexts." Et le recueil de Miestamo et ses collègues contient bien des articles qui soutiennent des points de vue totalement opposés. Ce qui veut dire que la question est loin d'être décidée. La stratégie analytique tend à la limite au rapport one-to-one entre morphème signifiant et fonction signifiée, une stratégie qui est propre aux langues dites isolantes et du moins en partie aux langues agglutinantes. Voir l'onglois que j'ai cité, littéralement maison, nos dans nos maisons. Au contraire, dans la synthèse, plusieurs fonctions peuvent être signifiées par un seul morphème. C'est bien le cas des